Ultime confrontation à 11. Jeudi soir, les principales têtes de liste ont livré une dernière bataille 3 jours avant les élections européennes. Un dernier débat lors duquel les favoris ont été les cibles des outsiders. La tête de liste Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, s'est rendu jeudi porte de la Chapelle à Paris pour alerter les Français, leurs responsables politiques, sur les problèmes d'immigration. Le prix de l'immobilier augmente dans toute la France et explose dans la capitale. Valeurs refuge, spéculation, Brexit, les facteurs poussant à l'investissement sont légion alors que de nombreux Français et Franciliens peinent à trouver un logement. Madame, Monsieur, bonsoir. Les candidats jettent leur dernière force dans la bataille. Jeudi soir, à l'occasion de l'ultime débat organisé à 3 jours des élections européennes, 11 têtes de liste se sont écharpées pendant plus de 3 heures. Les cibles principales, Nathalie Loiseau et Jordan Bardella. Thibaut Bastide. Un ultime débat avant la décision des urnes. À 72 heures du scrutin européen, les 11 principales têtes de liste, sélectionnées en fonction de leur score dans les sondages, se sont retrouvées pour une dernière confrontation de plus de 3 heures. Une dernière confrontation pour tenter de faire la différence alors que 2 candidats sont au coude à coude dans les études d'opinion. Nathalie Loiseau pour La République En Marche et Jordan Bardella avec un léger avantage pour le candidat du Rassemblement National. Ainsi, au terme d'une campagne éreintante, chacun a tenté de mettre en avant ses singularités autour de thèmes comme l'écologie ou l'immigration. Les candidats plus en retrait dans les sondages ont donc abattu leur dernière carte pour essayer de grappiller quelques bulletins de vote supplémentaires. Alors que les débats ont rapidement tourné à la cacophonie, certains sujets ont néanmoins animé la soirée. Des travailleurs détachés à la souffrance animale en passant par la question brûlante de l'immigration. Les échanges ont donné lieu à de nombreuses passes d'armes avec toujours les mêmes cibles, les favoris que sont Jordan Bardella et Nathalie Loiseau. D'ailleurs, comme attendu, la tête de liste LREM a été mise en difficulté à de nombreuses reprises. Politique industrielle avec Ascoval, transition écologique. Tous les candidats ont attaqué de front la représentante de la majorité présidentielle, déjà bien mal en point, et l'insoumise Manon Aubry a certainement porté le coup fatal en évoquant les ventes d'armes françaises à l'Arabie Saoudite dans le cadre du conflit yéménite. S'agissant du Yémen, Madame Aubry, ce qui se passe au Yémen est une tragédie. Pourquoi vous leur vendez des armes alors, à l'Arabie Saoudite? Madame Aubry. Mais répondez-moi, mais est-ce que vous assumez de vendre des armes à l'Arabie Saoudite? Est-ce qu'il vous est possible, une seconde, de laisser parler les gens à qui vous posez des questions? Mais allez-y, donc répondez à ma question. Franchement, vous pouvez répondre et vous avez de la répondre brièvement, Madame Loiseau, s'il vous plaît. Oh non, vous êtes mal à l'aise face à cette question. Non, vous êtes mal à l'aise. Parce que le Yémen, c'est un pays où je suis allée. C'est une tragédie parce que vous avez eu un coup d'État, vous avez eu un régime. On va pas faire l'histoire. Mais est-ce que vous assumez de vendre des armes à l'Arabie Saoudite? Oui ou non? Vous ne répondez pas. Dans les cordes, Nathalie Loiseau est apparue totalement dépassée par les événements, presque KO devant les coups envoyés par ses adversaires. Dans le même temps, Jordan Bardella, dont l'objectif était de limiter les prises de risque, a également été la cible d'attaque lorsqu'est venu le sujet principal de ces élections, l'immigration. En effet, le Benjamin de cette campagne a dû faire face à un Benoît Hamon virulent et revanchard, alors qu'il peine à convaincre, ne dépassant pas les 3% dans les sondages. Je crois que le véritable humanisme, c'est la fermeté. Ces gens-là ont peur de 100 personnes. Ne venez pas chez nous parce que nous n'avons plus rien à vous offrir. Nous ne scolariserons pas vos enfants. Nous ne vous régulariserons pas et nous ne prendrons pas en charge vos dépenses de santé. Parce que dans mon pays, la France, j'ai des milliers et des milliers de pauvres et je préfère effectivement... heureusement qu'il y avait une belle République pour accueillir des Bardella, des Lopez et quelques autres avant. Je vais vous répondre. Un coup directement porté au candidat du Rassemblement National qui s'est poursuivi par une longue diatribe de l'ancien candidat socialiste à l'élection présidentielle, évoquant même un anschluss, des attaques que Jordan Bardella apparaît tant bien que mal. Moi, la dictature de l'émotion de la part de la gauche, franchement, j'en ai ras-le-bol et je pense que les Français aussi. Parce que la plupart de ces belles âmes, généralement de gauche et parfois de droite, qui nous donnent des leçons sur l'accueil des migrants, c'est toujours bon, mais chez les autres et avec l'argent des autres. Dans le sillage de Benoît Hamon, Raphaël Glucksmann et Yann Brossat, représentant respectivement le Parti socialiste et le Parti communiste français, ont emboîté le pas pour tenter également de tirer leur épingle du jeu sans peser réellement dans le débat et en montrant une nouvelle fois la désunion d'une gauche qui porte pourtant le même discours. Dans cette cacophonie ambiante, certains
certains candidats sont apparus plus en retrait, à l'image du candidat UDI Jean-Christophe Lagarde ou encore de Florian Philippot et Nicolas Dupont-Aignan. Mais au petit jeu de la discrétion, c'est bien François-Xavier Bellamy qui s'est montré le plus efficace, ne coupant jamais la parole à ses adversaires et restant parfaitement dans les clous de son programme. Le candidat Les Républicains apparaît comme la révélation de cette campagne. Au vu de sa prestation de jeudi soir, il peut espérer atteindre la barre des 15 points dimanche. Si cet ultime débat ne devrait pas rebattre totalement les cartes, les 10 petits candidats ont néanmoins joué leur va-tout pour espérer franchir les barres fatidiques des 3 et 5%. Alors que la campagne se termine ce vendredi soir, les cartes sont désormais sur la table avant l'épilogue dimanche. Un épilogue attendu au niveau national mais également européen avec déjà quelques indications. Les électeurs néerlandais et britanniques se sont déjà prononcés jeudi avec deux tendances opposées. D'un côté, les sondages donnent les partis pro-européens néerlandais et notamment les travaillistes en tête. De l'autre, Nigel Farage, fervent défenseur du Brexit. Nicolas Dupont-Aignan clôt sa campagne européenne porte de la Chapelle. Jeudi, la tête de liste Debout la France s'est rendue dans ce quartier parisien pour rendre compte de la situation pour les riverains. Une équipe de TV Liberté était sur place. S'il y a tant d'opposition, si les gens ne peuvent plus vivre ensemble, c'est bien parce qu'il n'y a aucune volonté de regarder les choses en face. Quand on supprime toutes les frontières, eh bien, arrivent les ghettos et les murs. On a été obligé de faire un mur autour de la Tour Eiffel. Ça, c'est pas un mur, c'est pas une frontière, de mettre des tentes le long des autoroutes. Donc moi, je préfère une frontière française qui gère les flux migratoires plutôt que d'avoir ce système de jungle, de ghetto, de trafic, qui est indigne de la République et indigne de la France. Il y a des solutions. Vous savez combien de temps que vous savez que ça se passe comme ça? Oh, des années. Et pourquoi vous n'avez rien fait? Parce que je ne suis pas au pouvoir. Vous réalisez qu'on ne peut pas rester plus de 5 minutes porte de la Chapelle sans avoir des trafiquants de drogue, des clandestins, des voyous qui nous font partir. J'invite Madame Hidalgo à venir voir. Ça la changera des trottinettes et des voies sur berge où elle se pavane. Je vais lui montrer sa ville, qu'elle cache. Les ghettos, le trafic de drogue, ce magasin où le propriétaire me disait que tous les matins il y a des seringues par terre, où on ne peut pas venir sans avoir un garde du corps. Aujourd'hui, les magasins sont obligés d'avoir leur propre vigile. Mais c'est quoi cet humanisme de pacotille? C'est tellement facile. Bon, moi, je l'invite à venir, je veux qu'elle vienne, là, demain, après-demain. Je viens avec elle quand elle veut. On va là-bas, sous le pont, où il y a des milliers de tentes. Oh non, non, vous ne donnez pas la pièce ou une cigarette, on vous assigne de tous les noms. Il ne faut pas qu'on laisse ce quartier-là. C'est une honte, c'est pas possible. De Paris à part mais bien entière. sûr, c'est l'anarchie la plus totale, c'est les menaces, c'est les trafics, et rien n'est fait. Rien n'est fait. S'il y avait les mêmes tentes au Jardin du Luxembourg ou dans le 16e, ça serait réglé en 3 jours. C'est ça Paris. Et c'est pas un cas isolé. C'est tout le long, porte de la Villette, tout le nord de Paris. Les Français n'en peuvent plus, les habitants n'en peuvent plus, et il ne s'agit pas de stigmatiser personne. Il s'agit de rétablir l'ordre républicain. Et la République, ce sont des droits et des devoirs. C'est pas la jungle. Le prix de l'immobilier continue de grimper partout en France et plus particulièrement dans la capitale. En dépit d'une gestion calamiteuse de la ville, le logement flambe, une tendance qui devrait s'accentuer et qui s'inscrit dans la durée. Plus 6,4% d'augmentation du prix de l'immobilier en un an à Paris. Se loger dans la capitale n'est pas une sinécure et la tendance devrait s'inscrire dans la durée. Pour l'ensemble du territoire, le prix de l'immobilier ancien augmente de 3%. Que lors de l'exercice 2017, une augmentation qui n'empêche pas le volume des ventes d'atteindre des sommets 985 000 sur les 12 derniers mois. Une hausse globale, mais plus marquée dans la région capitale, dont l'attractivité ne se dément pas. Ainsi, les attentats qui ont secoué la capitale ces dernières années, la guerre faite aux automobilistes, les manifestations hebdomadaires des Gilets jaunes ou la saleté crasse des rues de Paris n'aura pas eu raison de la hausse des tarifs. En janvier, on apprenait par exemple qu'un hôtel particulier de 400 mètres carrés du 6e arrondissement était parti à plus de 20 millions d'euros, soit un prix record de 52 000 euros du mètre carré. Des sommes démentielles, loin du prix moyen qui avoisine tout de même les 10 000 euros du mètre carré. Mais ce type de vente n'a rien d'anodin et témoigne d'une confiance des investisseurs dans la pierre parisienne. Et si le marché demeure en partie réservé aux utilisateurs, une telle hausse favorise néanmoins la place toujours plus importante des spéculateurs. Des spéculateurs qui peuvent espérer des plus-values formidables sur seulement 5 années, une aubaine en période de crise économique.
Les quartiers peu cotés de la capitale sont d'ailleurs touchés également, à l'image du 19e arrondissement qui a vu ses prix grimper de 13,8%. Quant aux arrondissements les plus en vue, comme les 6e, 7e et 8e, leurs prix sont en constante augmentation. Ces derniers profiteraient d'ailleurs d'un effet Brexit, même si toute conclusion hâtive dans ce sens peut paraître risquée. Quoi qu'il en soit, les professionnels du secteur évoquent un regain d'intérêt pour les grands appartements des quartiers chics parisiens. L'effet domino aidant, lorsque ces surfaces voient leur prix exploser, c'est tout le parc immobilier qui est affecté par répercussion. L'augmentation des prix intramuros profite également à la proche banlieue et à toute la région. Pour le reste de l'Île-de-France, on constate ainsi une hausse de près de 4% des prix pour le premier trimestre de l'exercice 2019. La flambée des prix parisiens, parfois qualifiée de bulle spéculative par certains, pourrait continuer encore de nombreuses années. L'exemple londonien, où le prix moyen dépasse largement les 15 000 € du mètre carré, rappelle qu'en la matière, l'excès est la norme. Face à ce phénomène, la municipalité socialiste paraît bien démunie. Plus généralement, c'est l'accès à la propriété comme politique économique au niveau de l'État central qui pêche. En effet, la grogne sociale incarnée par les Gilets jaunes n'a finalement qu'à peine effleuré le problème du logement. Alors qu'en France, et tout particulièrement à Paris, l'obtention de HLM s'opère parfois par copinage. Les législations, elles, n'encouragent aucunement à acquérir son propre logement, qui constitue pourtant une sécurité économique et sociale. L'actualité en bref avec Floriane Jeannin. Dernière ligne droite des européennes et les robots en marche en ordre de bataille. Nous évoquions le recours à de faux profils de la part de la majorité présidentielle dans une précédente édition. LREM poursuit son travail de troll via des faux comptes sur les réseaux sociaux. Un journaliste du Monde, Samuel Laurent, a montré la méthode utilisée par les équipes du président pour peser sur la toile, une manière d'agir pour le moins contradictoire avec la volonté présidentielle d'en finir avec l'anonymat sur Internet. Theresa May démissionne du 10 Downing Street. La première ministre britannique, usée par un peu moins de 3 ans à la tête du pays, passé à chercher un compromis sur le Brexit auprès des parlementaires, tire donc sa révérence en pleine élection européenne. Scrutin pour lequel le parti du Brexit de Nigel Farage est largement donné en tête. Victoire pour le Premier ministre indien Modi. Le nationaliste hindou rempile pour un deuxième mandat. Son parti est arrivé en tête de plus de 300 circonscriptions sur les 542 que compte le pays. L'opposition et son meneur Rahul Gandhi ne remportent que 50 circonscriptions, un désaveu pour cette formation qui tient une place centrale dans la vie politique indienne depuis l'indépendance du pays en 1947. La chasse aux éléphants à nouveau possible au Botswana. Ce pays du sud du continent africain a levé mercredi l'interdiction de chasser ces pachydermes en justifiant cette décision par l'augmentation du nombre d'éléphants. Ces derniers sont accusés d'avoir un effet négatif sur les revenus des agriculteurs, une mesure qui s'inscrit dans la campagne présidentielle et qui vise à séduire l'électorat rural alors que les Botswanais sont appelés aux urnes en octobre prochain. Pour rappel, le pays est la plus grande réserve d'éléphants en Afrique, avec plus de 150 000 bêtes recensées, des animaux qui deviennent tout bonnement des valeurs d'ajustement électoral. Le pèlerinage de Chartres 2019 au départ de l'église Saint-Sulpice à Paris. L'incendie qui a touché la cathédrale de Paris contraint les organisateurs à un repli vers cet édifice, le seul en mesure d'accueillir les milliers de pèlerins pour le départ de Paris à destination de Chartres. Cette 37e édition du pèlerinage de Pentecôte devrait réunir 13 000 marcheurs avec une moyenne d'âge de 21 ans. Le thème choisi pour 2019 est la doctrine sociale de l'Église. Dans l'autre sens, le pèlerinage de tradition organisé par la fraternité Saint-Pédis partira comme à l'habitude de Chartres pour arriver à Paris pour une ultime messe devant la cathédrale Saint-Louis des Invalides. Un astéroïde d'1 kilomètre va passer près de notre planète samedi. 1999 KW4 passera près de la Terre samedi. Cette planète mineure composée de roches, de métaux et de glace mesure 1,3 km de diamètre et sera visible si vous êtes équipé d'un télescope. Pas d'inquiétude, l'astéroïde passera tout de même à 5 182 015 km de nous, soit plus de 13 fois la distance qui nous sépare de la
la Lune. Aucun autre astéroïde ne passera aussi proche de la Terre avant 2027. Retour vers le futur avec la griffe états-unienne Nike. Les célèbres sneakers à lassage automatique que l'on peut observer dans le deuxième opus de la saga dans un futur se déroulant en 2015 seront vendus par l'équipementier sportif et sportswear dès le 29 mai. Pour les amateurs de souliers Nike ou les passionnés du film voulant avoir les mêmes chaussures que Marty McFly, il faudra s'acquitter de la coquette somme de $350, soit un peu plus de 310 €. La précieuse paire de chaussures se nomme Wolf Grey et fonctionne à l'aide d'une application. Le design des souliers, lui, est plus fin que l'original du film. Un bien bel objet aussi collector qu'inutile pour les aficionados de Retour vers le futur. Nom de Zeus! Et voilà, c'est bientôt la fin de cette édition. Comme chaque vendredi, vous pouvez vous procurer le quotidien présent de fin de semaine. À la une, les élections européennes. Dans un instant, notre Zoom du jour, un entretien de Ferenc Almasi réalisé à Prague avec Tomio Okamura, vice-président de la Chambre des députés de Tchéquie et président du parti SPD Liberté et Démocratie Directe, allié du Rassemblement national au Parlement européen. Europe was stronger because it was natural competition between Italy, France and so on. Yeah, because it is from the past. It will be one of the very important moment for the European nations' future. Will be maybe most important. Will be election for the European Parliament next year on the May. And our target is to make one strong, big patriotistic group in the European Parliament. We are now, we as group are now already discussing with the other patriotistic parties in the European Parliament. Ce soir, retrouvez Tête à Clash, Franck Tanguy reçoit Bassam Tahan, Jean Messia, Arnaud Menu et le sénateur Jean-Louis Masson. Ensemble, ils débattent des élections européennes et du cas Vincent Lambert. J'appelle les catholiques à s'ouvrir à ce parti où l'islam présente un visage authentique de tolérance et de dialogue. Judéo-chrétien, l'islam est aussi judéo-chrétien et je suis prêt à vous le prouver. Moi, ce que j'entends là, si vous voulez, pour moi, c'est une boule de contradictions, une agrégation de contradictions. Quand vous dites l'union des démocrates musulmans, pour moi, c'est un oxymore, démocrate musulman, parce qu'en réalité, si vous êtes authentiquement musulman, vous ne pouvez pas être démocrate. Mais alors, si, laissez-moi finir, je vous ai laissé parler, monsieur. Non, mais on n'est pas ici. Je vous ai laissé parler, laissez-moi dérouler mon raisonnement, ensuite vous répondrez. Déroulez. Aucun pays musulman n'a accouché par lui-même de la démocratie parce que la démocratie n'est pas quelque chose qui est inscrite dans la loi coranique. Le Coran, si vous voulez l'appliquer, le Coran à la lettre, c'est à la fois une constitution politique et sociale et une religion. Ce n'est pas qu'une religion. Okay. Également au programme de votre fin de semaine, le samedi politique. Cette semaine, Élise Blaise reçoit le journaliste et écrivain André Berkoff. Ils évoquent le retour des Gilets jaunes et le réveil des peuples à la veille des élections européennes. Clinton, c'est quoi? C'est l'Amérique, c'est très bien. San Francisco, Chicago, Los Angeles et New York. Tout le reste de l'Amérique, ce n'est que des ploucs. Eh bien, Trump est allé voir ces ploucs, leur a dit comment il allait s'occuper d'eux, et c'est comme ça qu'il a gagné. Comme indiqué lui, il y avait un plan social massif où on a licencié une partie du peuple. Quand on est le peuple, ou les peuples, se rappellent au bon souvenir de leurs gouvernants et de leurs élites. Dimanche, Jean-Pierre Maugendre vous donne rendez-vous dans un terre de mission consacré à Notre-Dame de Paris. Et tout de suite, la France de Campagnole de Christian Combaz et Mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne fin de semaine à tous. À lundi. Bonsoir.
Cette rubrique est souvent en retard sur ce qui vient de se produire, c'est pourquoi souvent nous n'évoquons que des problèmes qui ne sont pas liés à un fait daté, mais avec les élections, là je prends un peu d'avance pour coller à l'événement et j'enregistre suffisamment tôt pour que la diffusion ait lieu à la veille du scrutin européen. Pourquoi et de quoi je me mêle, allez-vous me dire, et est-ce que vous voulez à tout prix rejoindre la cohorte des commentateurs qui nous disent Macron ceci, Macron cela? Je croyais que votre rubrique était littéraire, sociologique et non politique. Mais c'est bien ça, vous inquiétez pas, je ne vais pas vous parler de l'idée européenne, je n'entre pas dans ce débat, je vais vous parler de la régularité des élections sur le terrain, puisque le terrain c'est mon affaire, et là nous sommes pas dans la politique, mais dans la psychologie sociale. Je vous livre à la fois une intuition très actuelle et une conclusion issue de 40 ans de vie à la campagne, sous tous les régimes, avec en plus un mandat municipal à la clé. Les élections en France, quelles qu'elles soient, mais au premier chef les municipales, ensuite les législatives, enfin les présidentielles et un petit peu les européennes, sont de moins en moins exemptes d'irrégularités, d'altérations, ce qui a mené au désastre de la présidentielle 2017, où seulement 18% des inscrits ont élu l'homme qui nous gouverne à présent. Où est l'irrégularité? Eh bien, elle est partout. Déjà, elle commence avec ce qu'on appelle la mobilité de la main-d'œuvre, puisque désormais, la moitié des gens, même à Campagnol, travaillent ailleurs. Certains maçons assez jeunes de chez nous se font même parfois embaucher pour 6 semaines de chantier en Espagne. Nous avons aussi des expatriés, des fils d'éleveurs qui passent l'année en Australie dans des exploitations ovines. Nous avons des gens qui ont un petit emploi à Montpellier ou à Toulouse et qui ne peuvent pas rentrer au village les week-ends d'élection. Donc au total, j'estime que dans les 20 ou 30 dernières années, les gens qui ne viennent pas voter parce qu'ils sont loin, parce que c'est trop compliqué, ont été multipliés par 3. Et on prend ça pour de l'abstention, alors qu'il s'agit d'autre chose, on leur met des bâtons dans les roues. Alors vous pensez bien que quand le président vous dit le vote obligatoire, je n'y suis pas favorable, ça se comprend. Il peut quand même pas être favorable au fait de se prendre une claque. Si les gens étaient obligés de voter, la vie publique en France changerait radicalement. Appliquer ce que je viens de dire à ces jeunes couples qui changent de lieu tous les 3 ans pour suivre tant bien que mal l'activité économique, une période à Quimper, une à Valence, une à Bordeaux, ils restent inscrits à Quimper et ils ne votent pas. Vous me direz, mais il y a la procuration. Alors là, vous plaisantez. La procuration, ça consiste à patienter à la gendarmerie. Déjà, il faut trouver une gendarmerie ouverte. Nous, il y en a plein qui sont des fantômes de gendarmerie. Quand on sonne, ça répond à 30 km. Alors 30 km, on conduit 30 km pour aller remplir un papier, et une fois qu'on y est, il faut attendre sur une chaise en plastique que le papier soit tamponné. Ensuite, une fois sur 2, le papier de procuration ne parvient pas au bureau d'où vous dépendez. Les gens qui sont inscrits à Nouméa, par exemple, et qui votent à Paris n'ont pratiquement aucune chance. Enfin, il faut avoir quelqu'un à qui donner procuration. Or, nous sommes dans une société de gens solitaires. Pour confier son vote à quelqu'un sur le lieu où on est inscrit, il faut être dans une relation personnelle de confiance. Autant dire que c'est rare, surtout si vous ne voulez pas lui dire à cette personne pour qui vous votez. Donc vous avez toute une abstention qu'on appellera mécanique, qui ne résulte d'aucun choix politique, qui est massive et que personne ne prend jamais en compte. Mais pour les gens qui restent à côté du bureau où ils sont inscrits, vous avez une autre abstention qui est liée à l'intimidation directe. En effet, les bureaux sont tenus par des gens souvent assez agressifs, assez marqués politiquement, femmes, hommes, femmes qui voient du sexisme partout, hommes qui se gardent devant chez vous exprès, des gens que vous évitez dans la vie sociale de votre village ou de votre ville parce que vous vous êtes disputé avec eux l'an passé. Alors le jour du vote, évidemment, vous pensez bien que vous n'irez pas non plus glisser votre bulletin sous le nez d'un type qui surveille l'urne, qui vous a menacé dans la rue l'année précédente pour une histoire de parking et dont les enfants rayent votre voiture en rentrant de l'école. Et alors voilà donc encore tout un pan de l'électorat villageois qui ne va pas voter pour avoir la paix, tout simplement. Vous ajoutez à tout ça les gens qui tiennent carrément le coude des vieilles dames quand elles prennent un bulletin, des votants qui ne vont pas dans l'isoloir, de ceux qui ne prennent qu'un bulletin sur 8 ou 10 pour montrer qu'ils votent bien, et nous commençons à comprendre pourquoi les gens peuvent protester après coup contre des gens légalement élus, car tout est dans l'adverbe légalement. Et on voit bien que la légalité en France en matière de vote est très très élastique, et je ne vous parle pas du dépouillement, des bulletins perdus, du défaut de surveillance des urnes quand elles circulent entre les bureaux, les circonscriptions. Et puis vous ajoutez également que le ministre de l'Intérieur vient de se méfier publiquement des actions des Gilets jaunes aux abords des bureaux de vote, justement, mais il n'a pas l'air de dire que leur action pouvait avoir pour objet, éventuellement, pour ambition, de contrôler la régularité du vote, et que donc, en essayant de les écarter, ils cherchent peut-être à les empêcher
empêcher de le faire, de mettre leur nez là-dedans, allez savoir. Et le pire, me demande d'ajouter Gustave à ce petit tour de piste, c'est que si une troupe de gilets jaunes venue contrôler la régularité des opérations se pointe devant le dépouillement, pendant le dépouillement, le ministère est capable de faire annuler le résultat en disant que le jaune nuit à la validité du scrutin. Abonnez-vous, merci. La préférence nationale, vous connaissez? Ce vilain projet, toujours en bonne place dans les programmes d'extrême droite, qui a pour objectif de rétablir les frontières, d'élever des murs entre les hommes, de nous refermer sur nous-mêmes en entretenant la peur de l'étranger, eh bien, la préférence nationale peut devenir chic et choc, et peut même devenir tendance sous réserve que vous lui fassiez subir un petit lifting sémantique, et que vous la rebaptisiez exception culturelle. Un patron de PME du Jura, qui se bat pour continuer à fabriquer en France des jouets en bois, lui, n'a pas le droit à la préférence nationale pour ses produits. Évidemment. Et il n'a pas de droit à la préférence nationale pour embaucher ses salariés, évidemment. Ah, tout de même, il ne faut pas exagérer. En revanche, l'acteur ou le réalisateur français, qui lui ne se prive pas d'aller tourner à Hollywood et de se faire financer occasionnellement par le très sulfureux monsieur Weinstein, doit lui être protégé au nom de l'exception culturelle. Une vingtaine de personnalités du showbiz ont donc signé une tribune dans le journal du dimanche pour alerter M. Macron sur la nécessité, je cite, de préserver l'exception culturelle. On y lit, je cite encore, c'est beau comme du Zola dans J'accuse. Il faut se garder de sacrifier sur l'autel de l'ultralibéralisme le modèle culturel français. Le modèle culturel français, vous savez ce que c'est ? Ce sont ces magnifiques films que vous n'allez jamais voir, qui étirent à longueur de pellicule des dépressions de cadres attardés, passant leur temps à rater leur vie, incapables de vous faire rêver et d'élever un tant soit peu votre âme. Les Costa Gravas, les Toledano et autres, et j'en passe, pas un des ténors du cinéma de gauche n'a manqué à l'appel. Il faut les voir appelés à la souveraineté culturelle. Quel beau mot dont on aimerait qu'ils le défendent plus souvent. Une géométrie variable d'une insupportable arrogance. Ce que demandent ces artistes, ce n'est ni plus ni moins qu'un protectionnisme culturel pour leur seul avantage et pour leur seul profit, ce que l'on refuse à nos agriculteurs, nos pêcheurs ou nos artisans. Ces créateurs qui déversent leur fiel sur les revendications dites popues des Gilets jaunes ont la bouche emplie d'appels à l'ouverture des frontières, mais pour les autres. La concurrence, la vraie, si elle s'appliquait vraiment à ces bien médiocres personnages, il y a longtemps qu'ils auraient changé de métier et auraient peut-être appris ce qu'est la vraie vie. Alors nous les aurions peut-être retrouvés sur les ronds-points des Gilets jaunes. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.